2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre LGF en ce vendredi 6 mars. Ravi de vous retrouver avec pour m'accompagner. Il est là, à l'heure, et ça a le mérite d'être signalé. Bonjour Farid Tabsamani, comment ça va? Salut Farid? Christophe, ouais. Ravi de te retrouver Pareillement. un petit moment. Hein. Exact. Bon, on est là. Merci. Grosse émission, mon Farid, aujourd'hui, avec Tarek Mami à tes côtés dans quelques minutes. Et plusieurs invités, voici le sommaire. Au sommaire de ce grand forum pour ce vendredi 6 mars, coronavirus, on ne parle que de cela. Avez-vous changé vos habitudes? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez. Sur Twitter, le grand forum FM2, en nous appelant 01 40 33 9000. Invité pour les municipales, Sofiane Aoudia, candidat dans le 13e arrondissement de Paris, sera avec nous dans quelques petites minutes. Il a tué son meilleur ami et sa famille a fait croire à la justice française qu'il est décédé pour échapper à la prison. Toujours en quête de justice, la sœur de la victime, Inès, sera avec nous dans les rendez-vous Nana à 17h pour témoigner dans cette affaire d'État qui relie la France au Maroc. Soyez au rendez-vous tout à l'heure à 17h. Municipal 2020, nous ferons escale du côté de Crône où nous recevrons le maire sortant, Michael Damiati, qui sera avec nous tout à l'heure. C'est parti pour le LGF jusque 18h sur France Maghreb 2. Soyez-en les bienvenus. Mon cher Farid, amis auditrices, auditeurs, à chaque début d'émission, on feuillete un petit peu sur ce qui s'est passé dans l'actualité. De la date en question, nous sommes le 6 mars. Tiens, en 1899, Farid, Oui. c'est la naissance du médicament que l'on prend souvent quand on a mal à la tête, l'aspirine. Oui. Voilà. Bon, moi je suis plutôt 1898 1899. 99, pardon. Ouais. Naissance de ce médicament. Je suis plutôt Doliprane, moi, personnellement. Mais bon. Doliprane, c'est l'aspirine, enfin les deux d'ailleurs, ce sont des marques. Je Oui, crois, non oui, c'est ça. Mais c'est la molécule qui C'est a la, été voilà, découverte molécule, à l'époque. exact, t'as raison. Ce qui, juste Christophe, rappelez quelque chose. Je crois qu'il y a eu des incidents il y a quelques temps sur des gens qui malheureusement sont décédés suite à un abus d'aspirine. Donc il faut faire très attention maintenant quand Oui. on prend l'aspirine. C'est vrai. C'est que c'est pas bon pour le foie en plus. Alors je crois que c'était le foie ou l'estomac, mais en tout cas voilà, c'est quand on souffre, on a tendance pour calmer à prendre ce type de molécule. Enfin je suis pas médecin pour un sou, mais voilà, faut quand même faire très attention. Je vois qu'on aimerait bien en ce moment que tu sois médecin. C'est clair. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Tiens, en France, en 1914, c'est installation du premier tribunal pour enfants en 1914. 1914. Ouais. 1980, Marguerite Yourcenar devient la première femme élue à l'Académie française. 1980. Hier. Un 6 mars, exact. Quelques anniversaires, bon anniversaire, il est né en 48. Guy Montagnier, tu connais l'humoriste français né à Paris? Exact. Voilà. Et puis, alors elle est beaucoup plus jeune évidemment, mais dénouée de talent quand même. En 1984, naissance de Leïla Bekti. Elle est née à Issy-les-Moulineaux et elle est actrice française que vous connaissez tous, Leïla Bekti bien sûr. Actrice en vogue. Ah ouais, absolument. Bon anniversaire à elle. Bon Voilà, anniversaire. sur ce que j'ai relevé et sur ce qui s'est passé. Un 6 mars. Allez, dans un instant, on ne parle que de ça avec des nouveaux chiffres qui nous sont parvenus cet après-midi. 577 personnes contaminées en France. Plus aucune région n'est épargnée. 2 nouveaux décès, dont un premier en Île-de-France. Le coronavirus commence à faire paniquer la France. Nous allons probablement en début de semaine, et selon les informations passées, en stade 3. Que signifie ce stade 3 ? Est-ce que vous avez changé vos habitudes ? C'est la question que l'on vous pose. Elle est toute simple, à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2, et en nous appelant au 01 40 33 9000. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous dans un instant. Grosse émission aujourd'hui, hein, vous l'avez compris. Dans un instant, premier invité côté municipal 2020. Nous partirons à Crône tout à l'heure avec Michael Damiati. Et nous serons avec Sofiane Aoudia, candidat dans le 13e arrondissement de Paris. Mais pour l'heure, et avant toute chose, messieurs, dames, on va parler du coronavirus avec ces nouveaux chiffres qui nous sont parvenus cet après-midi. 577 personnes contaminées en France. Plus aucune région n'est épargnée. 2 nouveaux décès, dont un premier en Île-de-France. Suspicion de 4 nouveaux cas à l'Assemblée nationale après qu'un député LR soit en réanimation dans un état assez critique, paraît-il. Il n'y a plus aucun secteur finalement qui est épargné par ce fameux coronavirus, Farid. Du coup, la question qu'on vous est posée, est-ce que vous avez changé vos habitudes, avec cette également menace de passer au stade 3 dès lundi prochain, dès la semaine prochaine?
Vous nous appelez au 01 40 33 9000. Pour l'instant, vous êtes 71% sur Facebook à ne pas avoir changé vos habitudes. Je pense que Farid fait partie aussi de cela, n'est-ce pas? Voilà. Exactement. Exactement. Alors, est-ce que tu comprends cette psychose qui s'installe actuellement en France? Il y a toute une communication un peu catastrophe, on va dire, en la matière. Après, il faut se rentrer à l'évidence, c'est une épidémie mondiale, avec les échanges aujourd'hui en termes de communication et économie, ça va très 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 vite. On s'aperçoit que entre le moment où ça a été déclenché, malheureusement en Chine, et son arrivée en Europe d'abord, puis en France, ça prend très peu de temps. Donc ouais, mais moi je comprends, surtout qu'en fait il faut bien rappeler qu'en fait les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées et ou les personnes atteintes d'une pathologie. Exactement. Les enfants sont épargnés. Même les enfants en bas âge? Les enfants en bas âge de 1 à 10 ans en fait. D'accord. De 0 à 10 ans, pardon. De 0 à 10, ils ont un système immunitaire qui permet justement de lutter contre ce virus. Alors, ce qui n'empêche pas qu'ils l'attrapent. Mais oui, a priori, ça n'a aucune conséquence dramatique chez les enfants. En tout cas, ce que j'ai bien compris, si je dis pas de bêtises, c'est que c'est pas parce qu'on a attrapé le virus que y a un déclenchement forcément de symptômes. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir, là, nous deux, sans s'en apercevoir. Mais le problème, c'est qu'on transmet. Voilà. Bon, ce qui est certain, c'est qu'on peut en mourir. Oui. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'il faut pas prendre ça à la légère. Oui. Après, on peut relativiser en disant qu'il existe malheureusement d'autres maladies, d'autres virus qui sont beaucoup plus virulents en termes de mort globale. Ça, c'est une réalité. Mais je pense qu'il faut vraiment pas prendre ça à la légère. Et moi, aux gens qui ont ce raisonnement-là, je leur dis, mais en fait, la vitesse de propagation et les moyens de propagation, je pense qu'en fait, sont tellement dangereux qu'il faut pas prendre ça vraiment à la légère. Est-ce qu'il y a eu des failles, selon toi, dans la gestion de ce coronavirus en France par le gouvernement, principalement? Alors, je vais pas te mentir, j'étais pas en France ces derniers temps, mais je pense qu'il y a une communication. Enfin, pour moi, alors du coup, c'est un peu politique ce que je vais dire là, mais pour moi, la seule faille qu'il y a eu, c'est de changer de ministre de la Santé en plein coronavirus. Ouais. Voilà, pour moi, ça c'est quelque chose de relativement incompréhensible. Mais ça, c'est quelque chose qui est extérieur. Après, je pense que le ministère de la Santé, on va dire la structure française de la santé, je pense qu'elle est suffisamment costaud malgré toutes les attaques qu'elle a pu subir ces derniers temps. Donc, à mon stade, j'ai pas l'impression qu'il y a eu de bévues, mais je peux me tromper. Donc, on va voir ce qu'en pense Rachid qui nous appelle d'Amiens. Rachid, bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Salut Christophe, comment ça va tout le temps? Ça va, merci. Est-ce que tu as changé tes habitudes, mon cher Rachid, depuis qu'on parle que du coronavirus? Ouais, alors je t'explique, moi j'habite seul avec ma mère qui a pas loin de 80 ans. Ah oui. Qui fait, comme beaucoup de mamans, malheureusement, elle fait un peu de diabète, un peu de cholestérol, tu sais, elle est un peu malade. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je ne sers plus la main à personne. Ouais. Donc, et honnêtement, en tout cas, ici à Amiens, il y a beaucoup, je sais qu'aujourd'hui, en sortant, très très peu de personnes se saluent. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'on est un département dans la Somme, on est frontalier avec l'Oise. Un département très touché, ouais. Très touché. Et de plus, il y a avant-hier soir, ils ont trouvé un cas à Valéo, à Amiens. Ouais. Et là, ils parlent de plusieurs cas qui seraient peut-être touchés. Donc, ouais, il n'y a pas une grande psychose, mais les gens, ils font quand même attention. Ils font quand même vraiment très, très attention. Et je l'ai vu ce midi, j'étais mangé dans un resto, il y avait très, très peu de personnes qui saluaient. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je pense que ça va être encore plus grave, puisque là, il y a quelques instants, sur BFM, il y avait un spécialiste qui expliquait qu'un contaminé, en moyenne, du moins une personne atteinte du coronavirus, contaminé en moyenne 3 personnes. Donc plus on va avancer, plus les chiffres vont exploser. Oui, c'est ça. On dépassera largement les 1000 d'ici la semaine prochaine. D'ailleurs, ça va grimper en 24 heures. On est quand même arrivé à 577. Ouais. Ouais, 154 ou 177, je crois, en 24 heures. 150 nouveaux cas, oui. Ils expliquaient que plus les jours allaient passer, en sachant qu'un contaminé, en moyenne, c'est 3 personnes. Donc je pense qu'on va passer au stade 3 assez rapidement et on va être dans un confinement. A priori, dès lundi ou plus tard mardi. Merci Rachid, en tout cas, et bon courage. Donc, tu ne serres plus la main, donc tu as un peu changé tes habitudes, quoi. Hein?
Ouais. C'est ça. Quand on parle d'habitude, évidemment, c'est serrage de main, plus faire la bise, voilà, changer un petit peu son comportement. Vous nous appelez pour nous dire 01 40 33 9000. Est-ce que ça vous fait flipper cette histoire de coronavirus? 01 40 33 9000 pour nous dire, on compte sur vous, en toute transparence et honnêteté. Personnellement, Farid, tu l'as compris, j'ai absolument rien changé aux habitudes. Je m'en réfère au Mektoub. Je confirme, je suis arrivé, on s'est embrassé. Ouais. Donc, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et effectivement, moi aussi, j'ai pas du tout changé mes habitudes. Je pense qu'il faut pas tomber dans la psychose non plus. Il faut faire très attention, c'est une évidence. Ouais. Maintenant, voilà, quoi. Il faut faire attention, mais il faut pas non plus aller dans l'excès, quoi. Nous avons le docteur en ligne, notre docteur syrien qui est avec nous. Bonjour, docteur. Oui, bonjour mes amis. Voilà, donc j'allais pas vous appeler, mais comme il y a 2 points cruciaux que vous avez entamés, oui. Le stade 3 et votre chroniqueur, monsieur Farid, oui. qui savait pas les effets secondaires, ce qu'on appelle des médicaments. Donc je commence par ça, en résumé. Vous avez très bien parlé de l'aspirine quand on a mal à la tête, mais c'est de l'acide salicylique. Et là, il attaque les muqueuses de l'estomac. Ça peut même faire des hémorragies et des effets secondaires pour les gens qui ont des problèmes d'estomac. C'est-à-dire, d'accord, là on parlait de l'aspirine parce que c'est l'anniversaire de la naissance de l'aspirine. Voilà, donc ça c'est important, monsieur Farid, donc c'est l'estomac. Donc, merci pour la précision. Voilà, la précision est là, donc je ne vais pas perdre beaucoup plus de temps. Et le Doliprane, c'est pire. Le Doliprane s'appelle le paracétamol. Donc le nom chimique, quand on est déjà, on a notre réserve, c'est-à-dire au-delà, ça atteint le foie, les cellules hépatiques. Je reviendrai une autre fois, donc la deuxième fois là-dessus. Donc pareil, il faut pas en abuser non plus pour les gens qui ont des problèmes de foie et de vésicule biliaire. Donc ça étant, on va attaquer vite le stade 2. Voilà, monsieur Christophe, vous avez très bien parlé. Donc, on est déjà au stade 3. Et c'est vrai, là, ça va être officialisé. C'est normal. Les pouvoirs politiques, là, je ne vais pas politiser l'affaire. Je vais rester sur ma casquette médicale. Essaient de nous faire tourner autour du pot. Ils ont raison pour ne pas faire la psychose. Alors, c'est quoi? On en a parlé déjà avec monsieur Tariq Mami il y a 1 mois environ. Stade 1, c'est-à-dire ne pas laisser l'introduction de ce virus chez nous. Dans ça, X c'est fait. Pays. Il est chez nous maintenant. Il est, bien sûr. Stade 2, c'est-à-dire éviter au maximum de stopper dont vous parlez, lavage des mains, tout ça. Le monsieur qui vient d'appeler sa maman, elle est très fragile, effectivement, 80 ans. Et j'ai bien discuté, détaillé la dernière fois avec vous, monsieur Christophe, ce qu'on appelle les porteurs sains. S-A-I-N, pas saint de la sainteté, saint, c'est ceux qui n'ont pas de symptômes. Alors, à commencer par les enfants, vous l'avez très bien retenu, la leçon, de 0 année jusqu'à 10 ans, parce qu'ils ont un très bon développement de son système immunitaire. Ouais. Après, plus qu'on a l'âge, plus qu'il y a d'autres pathologies, ça craint. Alors, donc, le stade 3, docteur, c'est quoi le stade 3? Ah, voilà, j'arrive. Alors, le stade 3, ça y est, on est en plein épidémie. C'est-à-dire là, il est là, et tout le monde l'a appris, 1 va contaminer 3. Le stade 3, c'est pour essayer d'endiguer et de traiter au cas par cas. C'est-à-dire que confiner les gens au maximum possible, là où il y a les foyers cluster que vous avez très bien, c'est un mot anglais, c'est-à-dire la zone bien épidémique. Et de là, il y a des risques de fermeture des centres, tout ça. Et stade 3, c'est-à-dire, il faut réanimer des gens dont on a parlé. Les gens qui ont des problèmes pulmonaires, des problèmes diabétiques, tout ça, les vieux, les gens qui ont d'autres pathologies, et vider les hôpitaux. Voilà ce que c'est. Stade 3, c'est la plus grave. C'est essayer de sauver un maximum de gens pour ne pas avoir beaucoup de mortalité dans le pays où il y a le stade 3. Oui, bien sûr. Maintenant, à ne pas confondre, et je vous laisse me poser des questions, épidémie et pandémie. Je vous ai dit épidémie,
c'est pays par pays. Pandémie, c'est quand l'OMS déclare la faillite. D'accord. Système Docteur, mondial. malheureusement, Je vous on n'a pas trop de temps, donc je vais devoir vous laisser. Éventuellement, on se rappelle tout à l'heure. Est-ce qu'on a Oui. notre premier invité qui est en plateau? Voilà, On va c'est l'accueillir. ça. Donc, moi, Merci, je suis docteur. obligé, vous avez mon numéro, ne pas Ouais. trop vous pouvez m'appeler, je serai à votre disposition chaque fois qu'il y a ce problème. Merci, docteur. Merci beaucoup. Allez, bon courage et bon rétablissement aux gens, et je pense qu'on avance très bien grâce à vous et toutes les autres chefs. Merci. Sans faire peur, il faut vraiment faire attention. Merci à vous. Merci pour vos recommandations. En tout cas, c'est parti, messieurs, dames. On parle des municipales 2020. On va direction Paris. France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020. L'entretien d'admission. Première invitée du LGF en ce vendredi 6 mars, Sofiane Aoudia, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à l'ensemble des auditeurs de France Maghreb 2. Bonjour Sofiane. Alors, vous êtes candidat dans le 13e arrondissement de Paris, un candidat sans étiquette, c'est bien cela? C'est bien cela. Un candidat qui a été un petit peu ennuyé par la préfecture. Entre autres. Entre autres. Alors expliquez-nous, parce que c'est quand même incroyable votre histoire. Vous êtes, je crois, directeur d'un carrefour, c'est ça? Non, pas Non. du tout, non. Bon, Je suis directeur de centre socio-culturel. D'accord. Bon, ça commence bien. Directeur d'un centre culturel. Et alors, qu'est-ce qu'on vous a reproché exactement, Sofiane Aoudia? Alors, lorsque nous avions déposé notre liste de candidatures avec les 41 personnes et 41 dossiers très bien préparés, Ouais. nous avons eu dans un premier temps les félicitations de l'administration pour la qualité de nos dossiers. Nous sommes passés le lendemain à la commission qui a validé nos documents. Ça, c'était le 14 février. Et puis le 17 février, j'ai reçu un appel de la préfecture me précisant que j'avais une lettre de la part du préfet. Donc, quand je me suis rendu pour récupérer cette lettre, le préfet m'avait déclaré inéligible. Oui. Alors, pourquoi inéligible? Alors, il m'a déclaré inéligible parce qu'il a considéré que, étant donné que j'étais directeur d'établissement socioculturel à Paris, Ouais. et que mon employeur était en lien avec la mairie de Paris, Ce qui est vrai ou pas? c'est vrai. Oui. C'est vrai, D'accord. mon employeur est en lien avec la mairie de Paris et il gère ces établissements pour le compte de la mairie de Paris. D'accord. Voilà. Mais moi, je suis directeur des centres et je ne suis pas employeur et je ne réponds pas aux appels d'offres et je ne suis pas associé aux appels d'offres. Et donc, je suis un salarié comme un autre qui est repris à chaque fois qu'il y a changement d'employeur. Donc, conflit d'intérêt, c'est ça? C'est ce qu'il semblait avoir considéré, sauf qu'il s'est trompé de personne, puisque l'employeur et le salarié, c'est pas la même chose. Oui. Donc, nous avons tenté de nous expliquer. On a eu une fin de non-recevoir. J'ai proposé aux représentants du préfet de sortir, moi, de la liste, puisque c'est pas un projet personnel, mais c'est un projet collectif, et puis de faire monter mes colistiers pour valider la liste. On m'a expliqué que non, toute la liste était rejetée, toute la liste était inéligible. Ah oui, carrément. Toute la liste. C'est pas Exact. seulement vous, c'est toute la liste. C'est toute la liste. Donc, j'ai demandé ce qu'on pouvait faire et on m'a dit que, même si on me le conseillait pas parce qu'il y avait peu de chance, j'avais 24 heures pour saisir la justice. Ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait dans les 24 heures. Et vous avez bien fait d'ailleurs. Et j'ai très bien fait pour l'ensemble de nos militants, puisque nous avons saisi un grand cabinet parisien, le cabinet de Jean Veil, et puis nous sommes allés en J'étais justice. pour le coup très en veille. Exactement. Et très et très investi. Oui. Et donc, nous sommes allés en justice dans les 24 heures. Oui. Et dès le lendemain de notre recours, le juge a déclaré une audience. Et à l'audience, je peux vous dire que le préfet et le ministre de l'Intérieur étaient énormément représentés. Ils étaient représentés chacun par 3 personnes. Donc il y avait 6 personnes qui étaient là pour défendre les intérêts de l'État et tenter d'expliquer au juge que je devais être inéligible. D'accord. Donc en fait tout s'est bien fini, c'est-à-dire que vous avez obtenu satisfaction et que toute votre liste est d'un seul coup redevenue éligible. Alors Éligible. c'est au-delà d'une satisfaction personnelle et collective, Oui. c'est d'abord et avant tout une jurisprudence nationale. Oui. C'est-à-dire que le juge a précisé au ministre de l'Intérieur et au préfet que ce n'était pas eux la justice, Ouais. que ce n'était pas eux de prendre ce type de décision. Incroyable, hein, Farid? Oui, enfin, ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que on sait pertinemment que les municipales, quelle que soit la commune, il y a des agents municipaux qui sont sur des listes.
Je veux dire, c'est pas la première. Vous n'êtes pas agent municipal, ça je l'entends parfaitement. Ce qu'on vous reproche, c'est d'être le lien, on va dire, économique qui peut exister entre la structure qui vous emploie et le donneur d'ordre, on va dire la mairie de Paris. Mais des structures comme ça, il y en a des centaines de milliers, pour pas dire plus, en France, et les gens sont complètement libres. Pire, parfois ils peuvent être même agents de la ville, enfin moi j'ai connu ça, et se présenter sur des listes. Ouais. Alors, la réglementation est claire en la matière. Il n'est pas permis d'être agent de la ville et de se présenter dans la ville même. En fait, il est possible de le faire. La difficulté, c'est que si dans l'hypothèse positive où la personne est élue, en fait, elle ne peut pas cumuler. Alors, il y a l'inéligibilité et l'incompatibilité. Complètement. L'inéligibilité, il faut renoncer à son poste 6 mois avant l'élection. Ah oui, d'accord. L'incompatibilité, c'est une fois que vous êtes élu, vous devez démissionner. D'accord. Mais c'est un peu dégueulasse. Voilà. Regardez le Premier ministre, Édouard Philippe, il reste en poste et il est quand même candidat au Havre. Écoutez, mais pour nous, au niveau parisien, pour revenir au niveau parisien, c'est ce qui nous a beaucoup surpris et motivé à aller devant la justice, c'est que nous avions repéré d'autres candidats parisiens, eux pas indépendants, qui sont désignés par les grands partis, qui ont des postes à plus grande responsabilité que la mienne et qui sont eux directement en lien avec la mairie, et le préfet a validé leur candidature. Bon, alors on va passer cet épisode-là. Heureusement, tout s'est bien terminé. Donc vous êtes un candidat sans étiquette, on est d'accord ? Oui. Si vous êtes élu maire du 13e, Sofiane Aoudia, vous allez voter qui en Conseil de Paris pour le maire de Paris ? Alors, nous avons tenu à notre indépendance et nous tiendrons à notre indépendance jusqu'au bout. Permettez-moi juste 1 minute pour vous situer notre mouvement. Oui. Donc, nous sommes des habitants, des acteurs locaux. Moi-même, je suis acteur dans le 13e arrondissement depuis plus de 27 ans. Ouais. J'ai été éducateur, j'ai été professeur d'arts martiaux, directeur d'un établissement socio-culturel jusqu'à directeur de 6 établissements socio-culturels, investi sur le plan associatif, puisque j'ai fondé, entre autres, le Festival des musiques sacrées de Paris pour le dialogue entre les différentes cultures. D'accord. Et donc, la liste que j'ai l'honneur de porter est aux couleurs de ce parcours. Et nous avons pris la décision de nous engager en politique locale parce que nous sentons et nous constatons un recul en matière de services publics de proximité. Et nous nous sommes mis au travail pour rassembler plus d'une centaine de personnes qui ont travaillé sur plusieurs ateliers pendant plusieurs mois pour écrire un projet indépendant de tous les partis. D'accord. Et à ce fameux 3e tour, où il faudra choisir le ou la maire de Paris, ça ne se fera que sur la base d'engagement sur une partie de notre projet. C'est-à-dire que nous donnerons notre voix au maire ou à la maire de Paris qui s'engagera sur une partie des propositions que nous avons élaborées pour le 13e arrondissement. Mais là, a priori... sans que cela n'entache notre indépendance pour les 6 ans de mandature. D'accord, mais là, a priori, d'après ce que vous en avez lu, des programmes de certaines, on va parler d'Hidalgo, Rachida Dati, Agnès Buzyn, et bien d'autres encore, il y a Villani, etc. Est-ce que vous avez votre choix ou il n'est pas encore défini ? Non, il n'est pas défini puisque ça dépendra de leur engagement. Aucun des candidats que vous avez cités, ne nous satisfait sur la totalité de son projet. D'accord. Bon, très bien. On aura le temps en tout cas d'en reparler. Alors, Sofiane Aoudia, en matière de sécurité, parce que je sais que c'est le sujet qui revient beaucoup chez le peuple, chez les Parisiens, mais pas que les Parisiens d'ailleurs, un peu partout. Qu'est-ce que vous proposez d'innovant dans le 13e arrondissement, Sofiane Aoudia, pour parer à ce problème d'insécurité ? Alors, nous n'avons pas travaillé sur cette thématique qui, comme directement, je veux dire, comme l'ont fait les autres partis, qui ont fait comme les entreprises après une étude marketing, on fait les sondages, on voit qu'est-ce qui inquiète le plus les Parisiens et on leur fait des propositions directes. Ouais. Nous avons travaillé autrement. Nous avons élaboré notre projet sur 4 axes qui correspondent à nos besoins qui sont transversaux. D'accord. Ces axes sont la responsabilité et la moralisation dans l'action publique, la diversité et la solidarité, la réussite scolaire et l'égalité des chances, enfin la qualité de vie. Et pour répondre à votre question, la sécurité s'intègre dans la qualité de vie autant que l'écologie, autant que la prévention, autant que le mieux vivre ensemble, autant que la mobilité pour les personnes porteuses de handicap. Et donc, pour la sécurité plus précisément, nous, on l'associe tout de suite à prévention. Puisque même s'il y a une surenchère de la part des différents candidats par rapport à la sécurité, reconnaissez que les prérogatives d'un maire d'arrondissement
pour la sécurité, elles sont minimes. Donc nous, notre action se fera surtout au niveau de la prévention, mais pour la sécurité plus précisément, nous demanderons au futur maire de Paris, ça fera partie des conditions pour leur apporter nos voix. On leur demanderons de déterminer un nombre de policiers municipaux, parce qu'ils s'accordent tous pour dire qu'ils vont faire de la police municipale. Donc nous, on veut un nombre déterminé et proportionnel au nombre d'habitants dans le 13e, sous l'autorité du maire d'arrondissement, et nous demandons des antennes de proximité au plus près des quartiers qui en ont besoin, pour que ces policiers municipaux fassent aussi le rôle d'îlotier qui ne se fait plus par la police nationale. Problème aussi récurrent à Paris, notamment le problème des logements. Quelle est votre solution pour essayer justement alors peut-être de récupérer ces logements vides qui pourraient éventuellement servir à quelques-uns pour se loger notamment? Alors la politique de logement s'intègre également dans notre axe de qualité de vie. Oui. Alors le 13e arrondissement est un arrondissement qui a fait sa part, j'ai envie de vous dire, en matière de logement social. Un chiffre 43%. D'accord, oui. Nous sommes à 43% de logements sociaux. Alors, je veux juste pas qu'on comprenne l'inverse de ce que je veux dire. Moi-même, dans mon enfance et du milieu familial dont je viens, j'ai bénéficié dans le 13e des logements sociaux. Donc je suis pas en train de dire que je suis contre le développement de logements sociaux. Je suis simplement en train de dire qu'aujourd'hui, nous avons atteint un pourcentage de logements sociaux qui permet de dire au 13e que nous avons fait notre part. Ouais. Ce que nous proposons, c'est de s'occuper de ces logements sociaux, de la qualité de vie autour de ces logements sociaux. L'une des raisons qui m'a poussé à sortir du bois, si je peux me permettre, pour faire de la politique locale, c'est que le 13e arrondissement, plutôt que de profiter de sa diversité qui est très importante, a multiplié les ghettos. Et en particulier les ghettos autour de ces logements sociaux. Donc nous, on veut décloisonner ces logements sociaux, on veut faire tomber les différents murs qui existent dans notre arrondissement, faire un travail plutôt de construction de ponts, et puis de services de qualité, de proximité autour de ces logements sociaux, pour notre deuxième axe qui est l'égalité des chances. D'accord, l'égalité des chances, ça, c'est un mot qui revient beaucoup dans vos propositions. En matière d'école, justement, d'éducation, quelles sont vos propositions également à faire pour les habitants du 13e? Alors ça, nous avons une proposition très ambitieuse dont on veut être une référence pour Paris et l'avoir démultipliée pour Paris, parce que même si je suis très attaché au 13e arrondissement, je ne demande pas l'indépendance de mon arrondissement. Pas encore. Ça te serait tardé. Mais ça sera ma question d'après. Voilà. Je vais vous dire. Il y a 6 ans, en 2013, il y a eu la réforme du rythme scolaire, avec le développement d'activités périscolaires dans les établissements publics, avec un objectif qui était très louable, celui de permettre à tous les enfants de pouvoir pratiquer des activités artistiques ou sportives afin d'améliorer leur performance scolaire. À cette époque, j'avais déjà réagi, puisque je suis un professionnel en la matière, et j'avais fait un édito pour dire attention, si nous ne sommes pas suffisamment ambitieux dans ce que nous allons proposer, si nous ne prenons pas le temps de faire quelque chose de qualité, nous allons faire l'inverse, c'est-à-dire nous allons créer des écoles d'établissements publics ghetto. Malheureusement, je ne me suis pas trompé. Aujourd'hui, au niveau de l'école publique, la classe moyenne, je ne parle pas de la classe forcément riche, mais la classe moyenne se serre la ceinture dans mon arrondissement pour beaucoup fuir vers le privé. Pourquoi? Parce que les activités qui sont développées avec ce rythme de 4 jours et demi, qui sont le mardi après-midi et le vendredi après-midi, sont à un moment en plein milieu d'après-midi, nous n'arrivons pas à trouver des professionnels disponibles. Deuxièmement, le projet en lui-même de la maire de Paris qui consiste à faire changer d'activité tous les 3 mois pendant 5 ans. Vous imaginez? La culture du zapping, on la ramène dans l'école également, autour de résultat, les professeurs et les éducateurs qualifiés, c'est un projet qui ne les séduit pas. Troisièmement, le manque de moyens fait que nous faisons appel uniquement à des animateurs plutôt qu'à des professeurs. Tout ça crée à l'intérieur de l'école des activités périscolaires qui nivellent vers le bas et qui font fuir ceux qui ont la possibilité. Notre proposition, elle est la création d'une académie, une académie des arts, des langues et du sport dans toutes les écoles du 13e, et avec l'espoir que ça soit multiplié ailleurs dans Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau du rythme scolaire, nous restons à 4 jours et demi pour ne pas bousculer le calendrier des parents. Par contre, nous ramenons les activités périscolaires au mercredi matin.
Le mercredi matin, les enfants feront les 2 premières années d'école élémentaire, feront une découverte d'activités artistiques, sportives et linguistiques tous les 6 mois pendant 2 ans. Et à partir du CE2, ils choisiront une activité artistique ou une langue, un sport, qu'ils pratiqueront pendant 3 ans avec des professeurs qualifiés de manière à progresser. Et si nous mettons en place cette académie, c'est pour l'objectif de l'égalité des chances, puis se gardera la classe moyenne dans les écoles pour avoir cette mixité. Et nous sommes en France, c'est une culture, c'est une connaissance c'est une culture, j'ai envie de dire, des arts et des langues également. Et il est important que tous les enfants aient le droit à cette qualité. Farid Tabsamani, question à Sofiane Aoudia, invité, candidat dans le 13e arrondissement de Paris. Oui, moi je voulais aborder un élément. Donc on a parlé tout à l'heure de quasiment l'indépendance du 13e, j'irai pas jusque-là. Mais on sait que le 13e est un arrondissement qui est frontalier avec la banlieue. Notamment, on a une amie d'ailleurs qu'on salue, Sabrina, qui est candidate dans Sabrina Sebaï, pardon, qui est candidate dans la commune d'Ivry-sur-Seine, donc qui est frontalier au 13e. Oui. Donc on parle beaucoup du Grand Paris, etc. Est-ce que vous avez prévu ou est-ce que vous envisagez une action particulière lorsque vous serez maire de Paris et lorsque Sabrina sera également maire d'Ivry-sur-Seine, d'un travail en commun plus particulièrement ou pas? Alors, je vous remercie pour cette ambition, mais je suis candidat pour être maire du 13e et non maire de Paris. Et donc, ça sera peut-être pour la prochaine élection, la mairie de Paris. Non, mais, blague à part, évidemment que la proximité entre Paris 13e et Évry-sur-Seine et Kremlin-Bicêtre est très importante. On a reçu le maire la semaine dernière. Bon, et puisque nous avons beaucoup de personnes qui travaillent dans le 13e et qui vivent à Ivry-sur-Seine ou à Kremlin-Bicêtre. Nous avons des jeunes qui sont dans le 13e et qui vont faire et qui sont dans des clubs de foot d'Ivry-sur-Seine et inversement des jeunes qui sont à Ivry-sur-Seine et qui viennent faire des activités. Donc évidemment qu'il faut, au-delà du rapprochement géographique qui est de fait, créer des manifestations, créer des événements qui rapprochent les habitants des 2 villes, et puis évidemment pouvoir aussi avoir cette solidarité envers les villes de proximité qui ont peut-être moins les moyens que Paris. Oui, le rapprochement est pour nous indispensable puisque c'est déjà de fait avec les habitants des différentes villes qui sont autour du 13e. Sofiane Aoudia, 2 dernières questions, ça passe très vite. Oui, je sais. Quel sera votre premier grand chantier si le 22 mars prochain, vous êtes élu maire du 13e arrondissement de Paris? Votre première grande décision? Ma première grande décision, c'est que mon équipe donne l'exemple dans le mode de gestion, dans le mode de fonctionnement des élus locaux. Je mettrai au travail toutes mes équipes, tous les futurs élus, pour que ils aillent chacun et chacune choisir une association locale dont ils seront bénévoles pendant toute la période de la mandature. Ils seront également, ils devront mettre en place dans l'arrondissement des moments, des permanences pour pouvoir accueillir les habitants, et ça ne l'est pas. Et puis 3, ça paraît anecdotique, mais on leur imposera également, comme prévu dans notre projet, d'habiter tous le 13e pendant leur mandat, chose qui ne se fait pas aujourd'hui automatiquement. Ah oui, d'accord. Bon. Une question aussi sur les cultes. Quel sera votre rapport avec les cultes, Sofiane Aoudia? Vous savez, la laïcité, rien que la laïcité. Est-ce que vous serez le maire du clientélisme à aller comme un certain maire d'une banlieue parisienne à aller demander à appeler voter pour soi dans les mosquées, ou vous serez Non, je vais vous dire. C'est la polémique que vous avez suivie, hein. Oui, non, mais d'un point de vue beaucoup plus général, il y a 3 choses. Premièrement, l'égalité de traitement. L'égalité de traitement, quelle que soit l'origine des habitants du 13e, leur origine sociale, leur origine des quartiers, leur origine ethnique, leur origine culturelle, l'égalité de traitement. Deuxièmement, chaque communauté a le droit de s'organiser pour faire vivre ses traditions ou faire vivre ses croyances et donner la possibilité que chacune d'entre elles puisse le faire et s'organiser. Par contre, mon action sera celle d'être au-dessus, permettez-moi le terme, des différentes croyances et sur le principe de la laïcité, créer des ponts entre les différents habitants du 13e. Très bien. Sofiane Aoudia, c'est pas difficile de s'appeler Sofiane Aoudia et d'être candidat à 13e? Moi, je suis un enfant du pays, je vois pas pourquoi ça serait difficile. Par rapport à votre nom?
Je ne le vis pas comme Vous ça. l'avez pas Moi, perçu? Non, mais c'est une vraie question. Non, je veux dire, c'est très anecdotique. Ouais. C'est très anecdotique. Bon, tant mieux. Bah oui, bien sûr. C'est très anecdotique. Des milliers. La plus grande difficulté que je rencontre, c'est pas celle de m'appeler Sofiane Aoudia, puisque depuis 27 ans, plusieurs dizaines de milliers de familles du 13e m'ont confié leurs enfants. Ouais. La plus grande difficulté que je rencontre, c'est celle de l'indépendance. Très bien. Aujourd'hui, c'est la. Votre programme, il est en ligne ou pas, Sofiane Aoudia? Notre programme est en ligne, oui. Sur vision13.fr, sur les réseaux sociaux Vision 13. Vision 13. Voilà, c'est la liste que vous conduisez, Sofiane Aoudia. Vous avez 1 minute pour nous dire et vous adresser aux habitants du 13e arrondissement de Paris pour leur dire pourquoi le 15 mars prochain il faut voter pour Vision 13 conduit par Sofiane Aoudia. À vous de jouer, Sofiane Aoudia. Pour 2 raisons. Première raison, il faut aller voter. Quelle que soit la personne pour laquelle vous voteriez, il faut aller voter, puisque aujourd'hui, les élus ne s'occupent en priorité que des quartiers qui votent. Donc, déplacez-vous en masse pour aller voter. Deuxième raison, il faut oser l'indépendance. Nous avons une liste locale indépendante, 100% habitants du 13e et acteurs du 13e, et nous ne voulons pas faire carrière en politique, nous voulons juste nous investir dans notre arrondissement pour qu'il y ait une égalité de traitement et une égalité des chances dans le 13e. Merci Sofiane Aoudia et bonne chance pour cette élection donc du 15 mars prochain. Vous êtes confiant? Je suis très confiant. Merci Christophe pour votre invitation. Avec grand plaisir. À très bientôt et bon courage. À bientôt, merci. Le grand forum avec Farid Tamsamani. Voilà, nous étions il y a quelques instants avec Sofiane Aoudia, un candidat intéressant qu'on a découvert aujourd'hui avec Farid Tamsamani. Et vous, chers amis auditrices, auditeurs, nous serons tout à l'heure du côté de Crosne, dans l'Essonne, petite ville de l'Essonne, avec Michael Damiati qui sera avec nous tout à l'heure sur France Maghreb 2. Pour l'heure, messieurs, dames, oui, elle est là, aujourd'hui. C'est Anna Guézard-Bocas pour les rendez-vous d'Anna, messieurs, dames. C'est parti. Le Grand Forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna. Il va falloir changer de jingle, parce que c'est plus que le lundi maintenant. Oui, même le vendredi, elle est là. Bonjour Anna. Bonjour Christophe, bonjour mesdames et messieurs. Je suis ravie d'être parmi vous. Je crois qu'aujourd'hui, il s'agit d'une affaire un peu particulière, Anna, que tu vas nous présenter avec ton invité. Absolument. Mon invitée aujourd'hui ne ressemble pas au précédent. Elle n'est pas artiste ou actrice. Elle a malheureusement vécu un drame il y a quelques années. Un drame qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait le tour des médias en France et à l'étranger. Elle devait être accompagnée de son avocate, mais qu'on va avoir... Au téléphone, oui. Oui, elle est venue se confier et nous raconter son histoire. Cette fois-ci, je ne vais pas la présenter. Madame Inès Setti, je vous laisse vous présenter. Je vous remercie déjà Bonsoir et bienvenue Inès. D'avoir accepté mon invitation. Et je vous laisse vous présenter. Et raconter votre histoire. Très bien. Donc, voilà, moi je m'appelle Inès Setir. Je suis la sœur de Mehdi Etir, qui a été assassiné sauvagement le 27 mars 2011. Justement, qu'est-ce qui s'est passé ce jour du 27 mars à Belleville? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une petite dispute entre lui et son meilleur ami. Oui. Et donc, c'était la veille. Et donc, il l'a menacé. Le lendemain, il est passé à l'acte. Et comment vous avez appris la nouvelle ce jour-là? Alors moi, c'était ma fille qui m'avait appelé en me disant que voilà, que mon petit frère a été assassiné. Mais bon, j'y croyais pas. Donc on s'est retrouvés tous à l'hôpital. Et ensuite, on nous a annoncé qu'il a pas survécu. Vous dites que c'était son meilleur ami. Est-ce qu'il avait l'habitude de rentrer chez vous ou chez la maman? Ah oui, bien sûr. Le dîner il venait, comme ça, en famille, il mangeait à la maison, il venait. C'était un habitué. Ils venaient souvent à la maison. Ils ont grandi ensemble, ils se connaissaient petits quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé après? En fait, pourquoi il l'a tué? On voudrait d'abord connaître la raison. Alors, ils se sont disputés la veille pour un chien. Pour un chien, Christophe. Pour un chien. Ah oui. Il avait quel âge, ton frère? Il avait 23 ans. 23 ans. Ouais. Alors, est-ce qu'on sait, Inès, aujourd'hui, après, avec recul, ce qui a déclenché justement cet acte? D'abord, il a été tué de quelle manière? Coup de couteau. Coup de couteau. Ouais. Ça s'est passé ici à Paris, Exactement. À Belleville. Voilà, en bas de l'immeuble de chez ma mère. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour cet individu, donc celui qui était soi-disant le meilleur ami de votre frère? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui au Maroc. D'accord. Parce qu'il est marocain? Parce qu'il est d'origine marocaine. Fils de diplomate. Ah oui.
Donc, il a la nationalité marocaine, donc, il est intouchable. Donc, Mais dès c'est-à-dire après le meurtre, tout de suite, il a pris la fuite. Exactement. Okay. Il s'est enfui tout de suite au Maroc. Donc, il est protégé là-bas au Maroc. Et comment réagit la justice française au début? Alors, au début, j'ai rien à dire. C'est-à-dire, il a commis le meurtre devant tout le monde. Il y avait des témoins, etc. Alors, moi, j'étais pas présente, mais apparemment, oui, parce que on l'a su immédiatement qui était le meurtrier. D'accord. On savait déjà son nom, mais lui, il s'est déjà enfui. Quand tu dis quand vous dites on a su, qui vous a dit? La police? Non. C'était les jeunes du quartier. D'accord. Voilà. Et qui ont été témoins pour certains d'entre eux? Alors, je ne peux pas vous dire s'il y a eu des témoins, mais c'est probable qu'il y a eu quelques jeunes dans le quartier. Et après son départ, après la fuite du tueur, qu'est-ce qu'elle a fait, la justice française? Est-ce qu'elle a abandonné les poursuites ou... Alors non, pas tout de suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il était recherché, bien sûr. Oui. 3 mois après le meurtre de mon frère, donc un des frères du meurtrier ramène un certificat de décès, comme quoi le meurtrier de mon frère s'est suicidé. Comme quoi il n'a pas pu supporter. Voilà, il n'a pas supporté ce qu'il a fait. Il ait tué son meilleur ami. Moi, bien sûr, j'y croyais pas. Donc, je l'avais même dit à la police. Donc c'est toi, Inès, la sœur de la victime, c'est ça, qui a continué les investigations. Tu travaillais en collaboration avec la police, avec le commissariat de Belleville. Exactement, oui. Parce que moi, mon but, c'est de rendre justice à mon frère. Et je continuerai mon combat, quoi qu'il arrive. Voilà. Et ensuite, après qu'ils aient présenté ce certificat de décès, qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, ils ont approfondi quand même l'enquête. Donc, il y a eu des écoutes, il y a eu beaucoup de choses. Et puis là, ils ont découvert qu'il n'était pas mort. Coup de théâtre. Qui a découvert? La justice? Exactement. La justice et moi aussi en même temps. D'accord. Donc on a découvert que sa petite amie revient en France enceinte. Oui. On voit que les dates, ça correspond pas avec la date du décès et sa date de grossesse. Donc on s'aperçoit que il a une petite fille, qu'il est bien vivant et il a continué sa vie normal jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Donc en fait, si on comprend bien, il a fait faire un certificat. Enfin, le frère a fait faire un certificat comme quoi il était mort. Excusez-moi, je précise que c'est le père qui l'a fait au Maroc. Le père, et qui l'a renvoyé avec le frère. Au Maroc, qui a fait faire un certificat comme quoi son fils s'était suicidé. En quelque sorte, c'est pour échapper à la justice. Exactement. Est-ce que ça a marché pour l'heure? Pas du tout. Ça n'a pas du tout marché. Il a mis sa famille dans des problèmes. Parce que la famille, j'ai porté plainte sur eux. Donc ils ont été accusés de complicité, faux et usage de faux. Oui. Ils ont été jugés. Oui. Pour moi, ils n'ont pas pris sur ce que j'attendais. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc, mais ça n'a pas du tout marché. Donc alors, quand vous dites ça n'a pas marché, c'est-à-dire, est-ce que le tueur aujourd'hui est en prison? Pas du tout. Donc il est toujours dans la nature, toujours au Maroc, il vit sa petite vie. Et lui, il n'est jamais revenu en France depuis? Je ne pense pas. D'accord. Alors, et vous, la famille de la victime, vous savez où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il habite Alors, pas vraiment où est-ce qu'il habite, mais on sait où est-ce qu'il est exactement, enfin... La résidence de son père, mais bon, après on ne sait pas s'il est là ou pas, donc on peut pas. Mais il n'y a pas d'extradition entre la France et le Maroc? Apparemment non, pas ceux qui sont de nationalité marocaine et résidents marocains. On va explorer le volet juridique parce que c'est important dans cette affaire, c'est quand même des choses graves dont on parle à l'heure actuelle avec Maître Goldman qui est votre avocate, Inès. C'est ça. Bonsoir Maître. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors sur le volet juridique de cette affaire, donc nous a relaté cette terrible histoire, ce drame concernant ce tueur donc qui est toujours au Maroc. Vous nous confirmez qu'il n'existe pas d'extradition entre la France et le Maroc, Maître? En fait, chaque État a sa propre loi sur est-ce qu'il accepte d'extrader ou pas ses nationaux. Et effectivement, l'auteur du meurtre de Mehdi ayant la double nationalité, notamment de nationalité marocaine, le Maroc, effectivement, n'extrade pas ses nationaux. Mais oui, mais il est français aussi, puisque vous dites qu'il a la double nationalité. Oui, mais le Maroc refuse, à partir du moment où il a la nationalité marocaine, le Maroc refuse de l'extrader.
Ça, ils ne font qu'appliquer la loi de ce point de vue-là. En revanche, ce qui est très choquant, c'est qu'ils ont tout à fait la possibilité de les juger là-bas. À partir du moment où ils ont connaissance que effectivement un de leurs nationaux a commis un crime extrêmement grave, ils ont tout à fait la possibilité de le juger sur place. Et c'est ça que nous on demandait. Et c'est ça qu'ils n'ont toujours pas fait. Ouais. Vous êtes marocaine, Inès ? Non. Non, d'accord. Donc ce que j'allais dire après, ça aurait pu, voilà. Alors, est-ce que vraiment on peut imaginer, maître, que cet individu en question soit jugé là-bas au Maroc suite à ce qui s'est passé dans une affaire qui concerne un autre pays que le Maroc ? C'est possible, ça ? Bien sûr, c'est possible. Et moi, je considère qu'ils ont effectivement le devoir de le faire. Ils n'ignorent pas qu'ils ont effectivement sur leur territoire quelqu'un qui a commis un crime extrêmement grave. Et ils ont le devoir de le juger. Et ils en ont tout à fait la possibilité. Mais que répondent les autorités marocaines ? Ils ont connaissance de ça. Maître, ils ont tout à fait la possibilité de le faire. Maître, que répondent les autorités marocaines ? Rien. Rien, c'est-à-dire nada, oui, silence quoi. Non, il ne se justifie pas de cette inaction depuis toutes ces années, et alors même qu'on sait effectivement parfaitement aujourd'hui le localiser. Quels sont maintenant les recours juridiques, j'ai envie de dire, dans cette affaire, maître, très sincèrement ? Il n'y a pas de recours juridique à proprement parler, parce que si vous voulez, nous là, on n'a pas la main pour dire les choses simplement sur ce que peut décider de faire ou pas le Maroc. Mais effectivement, je pense que l'initiative d'Inès, depuis toutes ces années, les initiatives et celles qu'elle prend aujourd'hui en vous parlant, je ne veux pas parler à sa place, mais c'est, je pense aussi pour effectivement qu'il y ait une prise de conscience, une alerte qui soit donnée de l'opinion, je pense aussi au Maroc, pour que les gens puissent se rendre compte de cette injustice. Donc ça veut dire ce meurtre de Mehdi qui est aujourd'hui toujours impuni. Non mais c'est terrible ce que vous nous dites. Ça veut dire qu'on est de nationalité, on peut être de double. Imaginons franco-marocain, on commet un meurtre en France, on se barre au Maroc et on est protégé là-bas. C'est ce qui a lieu là. Et puis je veux dire que le fait de s'enfuir, c'est quelque chose qui est effectivement moralement condamnable, oui. Mais bon, qu'on voit souvent malheureusement dans des dossiers. La particularité de cette affaire et la gravité de cette affaire, c'est que l'auteur du meurtre de Mehdi n'a pas été simplement jusqu'à s'enfuir pour échapper à la justice. C'est qu'il a, avec l'aide et la complicité de sa famille, été faire croire qu'il était mort, tromper la justice française pour faire croire qu'il était mort. Donc, si vous voulez, c'est un pied de nez, ça a été un pied de nez insupportable pour Inès et pour toute la famille de Mehdi. C'est-à-dire, on s'est moqué de nous, on s'est moqué de la justice française. Qu'il ait envie d'échapper à ses responsabilités, j'ai envie de dire, c'est terrible, mais c'est un instinct humain. Qu'il ait envie de fuir, ça le regarde, ça regarde sa morale. Mais qu'il ait été jusqu'à effectivement se moquer de la famille de Mehdi, de la justice française, en allant essayer de faire croire qu'il était mort pour être plus tranquille, avec la complicité totale, l'aide reconnue en justice, comme l'a dit Inès. Sa famille, plusieurs membres de sa famille ont été déclarés coupables de faux témoignages, usage de faux, justement pour avoir essayé de faire croire. Ils ont été condamnés ? Oui, ils ont été reconnus coupables, ils ont été jugés. D'accord. Alors, c'est quand même terrible, cette histoire que vous entendez en ce moment sur France Maghreb 2. Mehdi, donc, qui a été tué en bas de chez lui, à Belleville, à Paris. 23 ans. 23 ans. À cause d'un chien, visiblement. On est d'accord, maître, qu'un innocent ne s'enfuit pas. Donc, en s'enfuyant au Maroc, il savait très bien ce qu'il faisait. Et c'est quand même un aveu de culpabilité, quelque part, non ? Alors, bien sûr, mais j'ai envie de dire qu'on n'avait pas besoin de cet aveu de culpabilité. Le dossier démontrait parfaitement sa culpabilité sans ça. Mais effectivement, il la signe encore plus. Il la signe davantage. Mais ce qui est encore plus grave, donc ce que vous dites, c'est que visiblement, il est protégé sous les autorités marocaines. Que vous répondent les autorités françaises maintenant ? Que peuvent-elles faire ? Est-ce qu'elles peuvent faire pression auprès de leur homologue marocain ? C'est compliqué, en tout cas c'est des choses qui doivent se jouer au niveau diplomatique. Ce que fait la justice française, c'est qu'elle maintient le mandat d'arrêt international à son encontre. Et effectivement, de ce côté-là, la seule chose à espérer du côté français, c'est qu'effectivement, à un moment donné,
eh bien, en voyageant, ils finissent par se faire arrêter sous le coup de ce mandat d'arrêt. Du côté français, c'est la seule chose qu'on peut espérer sur un plan judiciaire. Après, sur un plan politique, diplomatique, il faut espérer qu'effectivement, à un moment donné, la France puisse dire au Maroc, parmi d'autres sujets d'affaires judiciaires, eh ben, il y a celui-ci. Vous avez chez vous une personne qui est de ressortissant chez vous, qui a commis un crime extrêmement grave en France. On vous demande de le juger chez vous. À défaut de pouvoir l'extrader, on vous demande pas forcément de revenir sur votre législation. C'est compliqué. Qui vous interdit ou vous donne le droit, en tout cas, de pas extrader quelqu'un qui est un de vos ressortissants. Mais en tout cas, vous devez le juger. Est-ce qu'il y a un mandat d'arrêt international ? J'ai pas accès là, je peux pas avoir accès au mandat d'arrêt en cours, mais effectivement à l'époque un mandat d'arrêt international avait été émis et j'ai pas de raison d'imaginer qu'il a été levé. Oui, à vérifier quand même. Bon, très bien. Merci en tout cas. Maître, j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît, Maître Goldman. Les gouvernements entre eux font des accords par moment, par exemple dans l'affaire de la dame qui a été tuée, là où ils en laissaient la preuve, Omar m'a tué. Le présumé meurtrier a été innocenté grâce à une haute intervention. Est-ce que vous pensez que si Madame Inès envoie une lettre à la haute autorité marocaine, au roi ou au décideur, pour demander une aide, est-ce que vous pensez que ça peut... Enfin, je pose la question naïvement, hein, parce que quand on est en détresse... Peut-être, mais je pense qu'il faut, à mon avis, un peu plus que plusieurs voix se fassent entendre, pas seulement celle d'Inès. Je pense que si des gens qui effectivement écoutent votre émission sont choqués par ce qu'ils viennent d'entendre, sensibilisés à cette affaire, si chacun par ses propres moyens écrit, relaye l'information et qu'effectivement au niveau des autorités politiques au Maroc, ils sentent que l'opinion est émue par cette affaire et par l'impunité qui demeure sur le meurtre de Mehdi, peut-être qu'effectivement ça fera bouger les choses. Merci Maître Goldman en tout cas pour votre éclairage côté juridique. Je sais que vous êtes au tribunal, donc merci beaucoup et bon après-midi. Inès, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Je sais pas, j'ai pas les mots à dire, mais bon, vous savez, c'est très compliqué, c'est dur, en fait, le 27 mars, ça va faire 9 ans que mon frère a été assassiné. Excusez-nous, mais nous, ça fait 9 ans, on n'a pas fait notre deuil. On n'arrivera jamais à faire notre deuil déjà. Moi, autant que grande sœur de Mehdi, je n'arrive pas. Donc je me mets même pas à la place de mes parents. C'est quelque chose qui est vraiment dramatique. On n'a pas réussi à faire notre deuil. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est quand même rendre justice à Mehdi. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas grand-chose. Parce que moi, j'ai quand même une chose à dire, c'est que, par exemple, vous êtes fils de diplomate. Pas moi. Vous me tuez, on vous fait rien. D'accord ? Maintenant, moi, je suis pas fille de diplomate. Je vous tue, alors là, on va me chercher au bout du monde. Farid, t'écoutes cette affaire, comme nous tous. Qu'est-ce que ça t'évoque comme réaction ? Beaucoup de chagrin pour la famille de la victime. D'abord, j'imagine, je ne sais pas si les parents sont encore de ce monde, mais... Oui, toujours. Je pense que c'est quelque chose d'assez... C'est terrible. D'assez terrible en réalité pour la famille. Il s'est fait faucher à 23 ans à cause d'un chien. Je conçois parfaitement, surtout qu'effectivement quand on dit un chien comme ça, on se dit mais ça, il n'y a rien qui en vaut la peine. Raison, exactement. Quel monde d'envie. Exactement. Maintenant, il y a 2-3 éléments qui me perturbent un peu. Donc il y a un mandat d'arrêt international. Donc, il semblerait, parce que Maître Goldman nous dit il y aurait eu, elle ne sait pas s'il existe encore. Alors, ça a été parfaitement précisé. Le Maroc, comme la France d'ailleurs, n'extrade pas ses nationaux. Il y a un élément qui est très important, c'est que c'est un binational, si j'ai bien compris. C'est un franco-marocain et non pas qu'un marocain. Le fait qu'il soit diplomate, en fait, en France, aurait peut-être pu avoir un impact si lui était lui-même diplomate. Que son papa soit diplomate, en fait, ça ne change strictement rien, que ce soit en France ou au Maroc. On imagine que grâce au fait son papa soit diplomate, en fait, il a des relations, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai un conseil officiel à vous donner, un conseil officieux que je vous donnerai plus tard. Le conseil officiel, c'est la pression sur les autorités françaises
il y a une pression politique à mettre sur l'Elysée, sur Macron, sur le ministère des Affaires étrangères, etc. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que le Maroc n'extrade pas officiellement ses ressortissants qu'il n'y a pas de négociation parfois. Je ne dis pas que c'est systématique, je mentirais. Mais ça a déjà eu lieu. Mais bien sûr. Ça a déjà eu lieu. L'Algérie a lâché un grand monsieur, tout est relatif, sur des considérations qui ne sont pas des crimes de sang, naturellement, que vous connaissez tous, qui s'appelle Alexandre Djouri. Oui. Bon, il avait un passeport diplomatique algérien. Lorsqu'il est arrivé à Londres, l'Algérie a envoyé un diplomate et lui a dit, au fait, vous le retirez, il est plus de chez nous. Donc, les États, même si officiellement ils n'extradent pas leurs ressortissants, en fait, ils sont capables, dans des intérêts de négociation entre la France et le Maroc. Il faut savoir une chose, c'est que le Maroc a une collaboration très forte avec la France, quotidienne. Je dis bien quotidienne. Oui, il collabore notamment dans des sujets graves comme le terrorisme, par exemple. Dans le sujet en termes de sécurité, de terrorisme, quotidiennement, vous avez un agent qui a livré comment il s'appelle, les tueurs du 13 novembre. Notamment. Oui. Mais il y a ça, mais en vérité, il y a d'autres affaires. Tous les jours. Il y a un exemple très ancien qui est, vous connaissez la famille Roule à Marrakech, qui est ce fameux personnage qui a assassiné un joueur d'échecs, un grand maître d'échecs. Oui. Il a fini par être extradé, malgré le fait qu'il ait eu la nationalité marocaine, etc. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est automatique, mais c'est un long combat et il faut surtout ne pas lâcher. Après, hors antenne, je vous donnerai un autre conseil. Elle a l'air déterminée, Inès. Vous êtes déterminée. Il y a un internaute qui nous écrit, il faut faire une lettre ouverte sur un quotidien national pour alerter l'opinion publique, pour faire éclater la vérité. La pression populaire est le seul moyen. Oui, la pression populaire est importante. Vous avez l'air déterminée, Inès. Ah, je suis déterminée, moi. Ouais. Et je me battrai jusqu'au bout. Je lâcherai pas. Ça fait 9 ans que je me bats et je continuerai à me battre jusqu'au bout. Je rappelle et relate quelque peu votre histoire, si les auditeurs, et ça peut arriver, parce que c'est une émission où on a affaire à des auditeurs en mouvement sur France Maghreb 2, surtout à cette heure-ci. Vous quittez peut-être le travail. On est en train de parler avec Inès, qui avait un petit frère de 23 ans. Il habitait Belleville et il s'est fait assassiner en 2011 par son soi-disant meilleur ami. Soi-disant, parce que voilà. Ce meilleur ami en question s'est enfui au Maroc et il n'y est jamais revenu d'ailleurs. Et sa famille, son père, cet individu, a fourni un certificat de décès, comme quoi il n'aurait pas supporté, se serait suicidé. Or, c'est faux, et vous avez la preuve qu'il est vivant, Inès. Bien sûr. Il est vivant, vous en êtes sûr? Ah, j'en suis sûre, mais même la justice française ont toutes les preuves, parce que après, la famille a craqué à un moment. Ouais. Et ils ont avoué qu'ils avaient menti. Et ils ont été condamnés. Et ils ont été condamnés, bien sûr. Vous regrettez un peu la sanction? C'était quoi d'ailleurs? Franchement, je m'attendais à plus. Ils ont pris quoi? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Du sursis. Du sursis? Pour avoir menti sur un sujet aussi grave. Faux, usage de faux, de beaucoup de choses, mais c'est tout. Ils ont eu que du sursis. Ouais. Je m'attendais à beaucoup plus, j'ai été très déçu, mais bon, après... Ouais. C'est Voilà un petit peu cette histoire, et nous avons eu, parce que c'est normal dans cette affaire, quand on relaie une affaire pareille, on se doit de s'appuyer sur une expertise juridique, et donc votre avocate, Maître Goldman, qui était avec nous il y a quelques instants, nous a un petit peu, en quelque sorte, confié son désarroi, en disant qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? La détermination d'abord. Peut-être alerter l'opinion publique. Est-ce que vous avez essayé aussi de creuser, je sais pas, en ouvrant des pages sur les réseaux sociaux, en alertant la presse marocaine, aussi française? Bien sûr. Elle a fait le tour des médias français. J'ai fait le tour des médias français. J'ai été contactée par le journal, je sais pas si on dit l'Express ou l'Express, c'est un grand journal marocain. Ouais. Le directeur en personne m'a appelé, dont ils ont publié aussi. Ils ont fait c'était une page entière en parlant de l'article. Sur le site internet, il y a beaucoup de journaux dans les réseaux sociaux marocains qu'ils ont écrit. Et ici en France? En France, si. Je suis passée sur BFM TV, la radio L'heure du crime avec RTL, avec Jacques Pradel. Ouais. Le Parisien. Le Parisien, Le Monde. Oui, et puis je continuerai jusqu'au bout. Ouais. Je ne lâcherai pas. Ça fait 2011, donc ça fait 9 ans. Le 27 mars, ça va faire 9 ans, dans 2 semaines. Ouais. Donc, vous savez, moi, tous les ans, la date de la mort de mon frère, je pars me recueillir à sa tombe. Donc, je pars en Tunisie, parce qu'on est d'origine tunisienne. D'accord. Et vous savez ce que c'est tous les ans de se recueillir et de promettre de lui promettre que vous allez lui rendre justice. Et qu'on n'y arrive pas. C'est très dur. C'est très dur.
Parce que voilà, c'est on n'a pas les mêmes pouvoirs, mais bon, de toute façon, je me battrai avec le peu que j'ai et comme a dit monsieur, je ne baisserai pas les bras, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui peut-être, comme nous, sont surpris de cette affaire, de ce manque d'action et de justice? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? D'abord que ça peut arriver à tout le monde. Exactement, et je ne le souhaite à personne, mais ça peut arriver à tout le monde. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est le soutien. On a besoin de soutien, on a besoin de... Parce que ça compte beaucoup, le soutien. Évidemment. Les gens de l'extérieur, pour nous, déjà, même moi, personnellement, ça me motive à continuer à me battre. Vous avez ouvert une page sur les réseaux sociaux ou pas? Pour le meurtre de mon frère? Oui, pour votre affaire. Pour l'affaire? Non, je ne l'ai pas fait. Il faudrait peut-être le faire. Ça marche bien vrai, aussi. Oui, Facebook, Instagram, Twitter, il faut aller partout, Inès. Ouais, il faut taper partout. Idée. Vous pourrez nous appeler, tiens, amis auditrices, auditeurs. Vous entendez cette affaire? Quelle est votre réaction? Inès est avec nous encore pendant quelques minutes sur France Maghreb 2. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec Anna Guézard-Boicaz, avec Inès qui nous parle de cette affaire de son frère assassiné dans le quartier de Belleville à Paris par son meilleur ami qui s'est enfui au Maroc et qui depuis d'ailleurs vit plutôt tranquillement au Maroc. Nous avons eu son avocate, votre avocate Inès, Maître Goldman, il y a quelques instants au téléphone. Et les auditrices qui ont écouté votre affaire souhaitent peut-être apporter peut-être un peu de courage, donner un petit peu ce qu'ils ressentent en écoutant cette affaire, à l'image de Walid. Bonsoir Walid. Bonsoir, salam alaikum. Bonsoir. Oui, moi je tenais déjà à présenter mes condoléances et tout mon soutien à Inès. Je sais qu'il n'y a aucun mot pour atténuer la douleur de leur famille. Ce que je veux dire, c'est que je pense que Inès a la foi et donc il y a une justice divine et ça on n'y échappera pas. Et après, pour un petit conseil, je sais pas si ça peut marcher ou pas, pourquoi pas manifester devant les ambassades en Tunisie, les ambassades marocaines, en France et en Tunisie. Parce que je sais que dès que ça touche un peu l'image du pays, en général, on oublie vite les personnes qu'on couvre. Donc c'est peut-être une chose à tenter. Inès, vous y avez pensé? Non, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais ça peut être une bonne idée. Hein. Moi, je suis ouvert à tout. Hein. Ce qu'on me propose, si ça peut m'aider à rendre justice à mon frère. Il faut médiatiser davantage votre affaire. Exactement. Comme a dit Christophe, créer une page Facebook, créer un collectif. Il faut aller chercher sur les réseaux sociaux. C'est ça. Ouais. Les gens sont là maintenant sur les réseaux sociaux. C'est un. Et ceux qui, excuse-moi, Christophe, ceux qui regardent le live, s'ils peuvent partager la vidéo. Pour faire passer au maximum le message pour qu'il arrive on est ce relais quelque part, hein. C'est peut-être le début de quelque chose, enfin le début non, mais bon, la suite de quelque chose pour que cette affaire puisse enfin trouver un dénouement. C'est ce pourquoi vous vous battez, Inès, et votre famille. Exactement. Ouais. Merci Khalid en tout cas. Oui. Juste une dernière petite chose. Oui. Parce que j'ai quelques amis qui écoutent la radio là en ce moment et il y en a certains qui sont marocains. Moi voilà, je suis d'origine algérienne. Et voilà, on est tous des frères, on est tous des sœurs. Mais voilà, là, on juge pas le Marocain, on juge l'individu en lui-même. Il s'agit pas de juger les Marocains, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, parce qu'il y en a qui le prennent comme ça. Donc, c'est juste un message s'il y a des auditeurs qui écoutent, qu'ils soient marocains, tunisiens, algériens ou de n'importe quelle autre origine. On est des frères et c'est l'individu, il a commis une bêtise. Faut qu'il soit puni et c'est tout à fait normal. Absolument. Merci, bravo, Walid. merci pour le message. L'individu ne représente que lui-même, que sa personne. Il ne représente pas son pays. Et partout, il y a le bon et il y a le mauvais. Il aurait pu être algérien, tunisien, syrien ou français. Oui, bien sûr. Oui, voilà, 01 40 33 9 si vous voulez parler à Inès qui est avec nous, qui nous relate cette affaire terrible. On demandait tout à l'heure, les parents, comment vont-ils, Inès? Vos parents? Alors, mes parents, c'est très dur pour eux. Ouais. Donc, ils commencent à prendre un peu de l'âge. Ma mère, elle est triste, quoi. Elle n'arrive pas à faire son deuil. C'est très dur à expliquer. C'est une maman. Elle est pas bien, quoi, depuis le décès de son fils, ce qui est normal. De toute façon, une maman ne se remet jamais Elle se remettra jamais. Voilà. Inès, toi qui es maman, toi aussi, lorsque tu vois tes enfants avec leurs amis, ils ramènent des copains et des copines, j'imagine, à la maison, est-ce que tu as peur pour eux aujourd'hui? Est-ce que tu crois toujours en l'amitié ou tu es plus... Alors, je crois en l'amitié. Je crois en l'amitié, je le dis.
clairement. Mais je suis plus méfiante qu'avant. Ouais. Avant, j'étais pas méfiante. Je suis plus méfiante qu'avant. Et ça va, mes enfants, ils sont comme moi, donc ça va. Je sais pas me. Mais bien sûr, on a tous peur pour nos enfants. Hein. Je suis pas la seule. Comme toutes les mamans, on a tous peur pour nos enfants. Ouais. Salim qui souhaite vous parler, il nous appelle de l'Essonne au 01 40 33 9000. Bonsoir Salim. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais tout d'abord souhaiter toutes mes condoléances à la famille de Mehdi. Allô? Oui, Salim. Est-ce que vous avez entendu parler de cette affaire ou pas du tout? Non, j'ai jamais entendu parler de cette affaire, non. Ouais. J'en ai jamais entendu parler. Et donc, ça me rappelle une histoire, justement. Il y avait une histoire qui s'est passée en 2002. Je sais pas si vous vous rappelez. Il y avait 3 personnes qui avaient renversé, qui avaient percuté dans un arrêt de bus. C'était dans le 94 à Vitry-sur-Seine, je crois. Ils avaient écrasé une mère de famille avec 2 enfants et ils avaient été condamnés mais uniquement à 5 ans de prison et je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là et donc sinon je voulais souhaiter uniquement mes condoléances à la personne et que j'espère que les autorités françaises feront en sorte qu'ils trouvent un arrangement pour ouais. En tout cas on l'espère. Justice à la personne quoi, parce que Mehdi, oui. Ouais. Parce que c'est pas normal qu'il soit fils de diplomate ou fils de ministre ou quoi que ce soit qui se barre comme ça au Maroc et je comprends pas pourquoi cette façon de faire. Alors que normalement, si admettons vous êtes un citoyen lambda et vous commettez un acte et vous tuez quelqu'un comme ça dans la rue, on vous attrape de suite et vous êtes condamné, vous prenez 30 ans de prison alors qu'un fils de diplomate il va faire vivre sa vie normale. C'est peut-être pas aussi simple que ça, mon cher Salim, mais bon, merci de votre appel, en tout cas de votre appel. Le fait qu'il soit fils de diplomate, ça a peut-être un lien, mais c'est peut-être pas facilitateur, en tout cas dans cette affaire. Cela reste à prouver. Il a quand même eu le temps, Inès, de pouvoir s'enfuir. C'est ça que peut-être veut expliquer Mehdi dans cette affaire, c'est qu'il a eu le temps de s'enfuir, c'est-à-dire que la police sortir un certificat de décès, un faux certificat de décès. C'est ça le plus dramatique. Alors, Inès, on a votre sœur au téléphone qui est avec nous, qui nous a appelé spontanément à la radio. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre réaction, vous entendez votre sœur Inès ici relater l'affaire de votre petit frère, aussi à vous, l'affaire de Mehdi. Non. Moi, c'était mon grand frère. D'accord. Flashback du 27 mars 2011, comme si c'était hier, donc il y a tout qui revient à la surface. Je tenais à dire que j'avais écrit en fait au président de la République à l'époque, qui était François Hollande, à Taubira, plein d'autres personnes. Leurs réponses étaient toutes les mêmes. La justice s'en occupe. J'ai pas eu de retour positif de leur part. J'ai écrit au roi du Maroc, j'ai pas eu de retour non plus. Du coup, en fait, on prend bien les conseils des gens, tout ce qui va avec. On essaye de faire le maximum, mais on a l'impression que tout ce qui se passe là-bas reste bloqué. Donc après, moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est si les gens nous entendent, s'ils ont peut-être ce petit pouvoir magique pour rentrer en contact avec des personnes qui sont bien placées au Maroc, ce serait bien qu'ils nous aident. Alors, ce qui serait bien, vous qui êtes plus jeune qu'Inès, donc vous êtes peut-être un peu plus branché, on va dire réseaux sociaux, pensez à ouvrir vraiment tous les réseaux, d'envahir tous les réseaux par votre affaire avec un seul et unique nom. À vous de choisir évidemment ce qui conviendra le mieux, et c'est comme ça que d'ailleurs vous allez ensuite partager votre affaire sur les réseaux sociaux, votre histoire, des photos, des vidéos, d'expliquer tout ce qui s'est passé avec des articles en question, l'émission d'aujourd'hui, et vous allez comme ça solliciter, mobiliser un peu plus facilement, j'ai envie de dire, au travers des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui qui sont utilisés par nous tous, quoi, quasiment aujourd'hui. Donc franchement, à ne pas mettre de côté cette manière aussi d'alerter l'opinion pour que vous l'ayez de votre côté.
Ouais, j'y manquerai pas de le faire, en espérant que ça va aboutir à quelque chose. Merci en tout cas et bon courage, chère madame. Merci beaucoup. À vous. Voilà, alors on va accueillir Tarek Mami qui est avec nous ici en direct, qui écoute en coulisses sagement cette histoire, cette affaire. Tarek, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à vous, mesdames, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Juste 30 secondes Christophe, pour dire que nous pourrions, comme on l'a fait dans d'autres cas, dans d'autres situations, suivre ce dossier et qu'à chaque fois que vous ayez une nouvelle étape, positive ou négative, le studio et la radio vous sont ouvertes. Merci. Donc il faut aussi entretenir l'information parce que c'est l'information qui fait vivre l'information. Et si vous arrêtez d'en parler, c'est comme un train qui s'arrête. C'est ça. Alors il faudrait que chaque fois que vous ayez quelque chose, vous n'hésitez pas à revenir avec notre amie Anna, avec Christophe, pour dire voilà, on a reçu aujourd'hui la lettre du président et on lit le texte et ainsi de suite. Ça permet d'entretenir l'information, de raviver la mémoire. C'est une sorte d'hommage premier d'abord à votre frère et ensuite peut-être qu'à force de forger, nous deviendrons tous forgerons. En tout cas, bienvenue sur France Maghreb 2. Merci, c'est très gentil à vous, monsieur Mami. Merci. Alors Anna, oui. Un dernier mot pour Inès. Courage, tu es une femme forte. Merci. Je suis sûre que là où il est très très fier de toi. En tout cas, il y a beaucoup d'appels pour vous, Inès. Beaucoup d'appels au standard. Je voudrais simplement demander à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ceux qui regardent la vidéo, de partager au maximum, s'il vous plaît, si vous voulez aider Inès, sa famille, ses parents, à rendre justice à leurs défunts frères. N'hésitez pas à partager la vidéo au maximum et puis comme l'a si bien dit le monsieur, on respecte tous les pays du Maghreb, bien sûr. Voilà. Bon courage Inès, merci. Merci, comme l'a si bien rappelé Tarek Mami ici, quand on ouvre un dossier, on aime bien le suivre. Et on ne manquera pas de suivre dès qu'il y a une avancée notable, on l'espère, jusqu'au dénouement de cette affaire et que justice lui soit rendue à votre frère et que vous puissiez, toute la famille, faire votre deuil, toute cette affaire ici dans le Grand Forum, dès qu'il y a nécessité. Merci beaucoup Inès et bon courage. Vous transmettrez en tout cas tous nos sincères condoléances. Et personne n'est au-dessus de la loi. Absolument. On est tous égaux. Nos sincères condoléances en tout cas à toute la famille de la part de toute l'équipe de la radio et des auditeurs du Grand Forum et de France Maghreb 2. Merci beaucoup Inès et à bientôt. Bon courage. Bientôt. Anna, on change de registre lundi. On va parler d'un réseau, apparemment un nouveau réseau social particulier. J'invite la fondatrice de l'application Shukran, qui est la première application, réseaux sociaux musulmans. Ah oui, c'est bien. C'est l'équivalent du Facebook musulman. On va en parler. Je suis sûr que Farid y connaît. Shukran, tu connais? Non, du tout. Bon, voilà. Shukran alors. Réseau social musulman. Alors. Shukran, Anna. Et à lundi. À lundi. Merci beaucoup. Bon week-end, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir écoutés. Preuve que Michael Damiati est maire d'une petite ville en Essonne qui s'appelle Crosne. On peut pas dire qu'il soit un fin bon qu'il soit bon en orientation. Voilà, je me suis un peu emmêlé les pédales. Il est perdu, mais il arrive. Michael Damiati, maire de Crosne, qui se représente pour cette élection municipale. Ça approche à grands pas. On est à J-9 de cette élection municipale du 15 mars prochain. À tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous. On saute d'un sujet à un autre. C'est ça la richesse. Oui, du Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Farid Tamsamani, Tarek Mami aussi qui est pas loin, il est là, pas loin à côté. Et notre invité, on part en Essonne les amis, dans le 9-1-91 Crosne, quelqu'un qui est déjà venu ici pour nous parler un peu de sa vie et de ce qui lui est arrivé, parce que c'est assez particulier quand même. Michael Damiati, bonjour. Bonjour Christophe. C'est particulier parce que vous vous êtes présenté pour la première fois en 2014 à l'élection municipale et vous avez été élu direct. Exactement. Quelle performance! Écoutez, je pense qu'à cette époque, les Cronois avaient envie de tourner la page, de passer à autre chose, et ils nous ont fait confiance. Et maintenant, nous sollicitons le 15 mars prochain une nouvelle fois leur confiance, et j'espère qu'ils vont nous l'accorder très largement. Est-ce que vous avez réussi à garder justement cette assise électorale, Michael Damiati, d'après vous? Alors,
D'abord, il n'y a pas d'assises électorales puisque, comme vous venez de le dire, nous étions nouveaux. Donc, au contraire, c'était quelque chose à confirmer. Je pense que les gens, encore une fois, nous ont fait confiance et il fallait être à la hauteur de cette confiance confiée. Et j'espère, en effet, que nous avons fait le job et que durant ces 6 ans, ils ne regrettent pas leur choix. Et d'ici 10 jours, on sera fixé. Oui, on entre dans le dur, effectivement. Est-ce que Farid et Tarek Mami connaissent Crosne ? Je crois savoir que c'est dans l'Essonne. Oui, ça. En même temps, je l'ai dit il y a 2 minutes. Non, mais c'est à la frontière. Je crois que c'est à la frontière du Val-de-Marne, non ? Non, pas du tout. Exactement. Non, mais si, c'est vrai. C'est juste à côté de Montgeron, en fait. C'est à côté de Montgeron d'un côté, donc on est dans la partie essonnienne, et puis à côté donc de Valenton et Villeneuve-Saint-Georges pour la. Ah oui, Villeneuve-Saint-Georges, c'est ça. Ouais. Combien d'habitants à Crosne ? Un petit peu moins de 10 000, 9 200 habitants. Oui, d'accord. En tout cas, on ne devient pas maire de Crosne pour gagner sa vie, quoi. Non, et encore une fois, c'est pas le but. Et je vais vous dire parce que comme ça, vous nous dites tout ça, mais bon, oui. Alors, je vais détailler, mais vous le disiez tout à l'heure, peut-être Christophe, vous l'avez annoncé, j'étais légèrement en retard parce que à Crosne nous sommes en période de crise parce qu'il y a qu'est-ce qui se passe ? Le débordement de l'Yerres, les inondations et malheureusement on parle assez régulièrement de notre belle ville pour ces raisons et aussi de Villeneuve-Saint-Georges. Le président Macron était venu lors des dernières inondations en 2018 à Villeneuve-Saint-Georges et c'est vrai que j'avais quelques minutes de retard parce que nous sommes vraiment en cellule de crise et j'ai même failli annuler cet entretien, mais d'abord nous l'avions pris il y a un certain temps, et puis deuxièmement, ça me faisait aussi très plaisir de revenir. Vous l'avez dit, je suis déjà venu, donc ça me tenait à cœur. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis libéré. Mais dès que c'est terminé, je repars pour reprendre. Et c'est vrai qu'on attend un pic cette nuit et samedi matin, très certainement des débordements. Donc vous voyez, non seulement c'est pas pour gagner sa vie, parce que comme je l'ai déjà dit, le salaire ou en tout cas les indemnités d'un maire d'une ville de moins de 10 000 habitants, c'est 1 200 €. Mais c'est surtout beaucoup d'engagement, beaucoup de stress et beaucoup de responsabilités. Ce dont vous êtes le plus fier au cours de votre mandat, Michael Damiati ? Qu'est-ce que vous avez réussi à... D'abord ce que vous avez promis et réussi à faire concrètement aujourd'hui ? Si on fait le bilan et calmement. Alors, la fierté, elle se trouve à plusieurs niveaux. D'abord, c'est la transformation de la ville. Comme je le disais, en 2014, on était sur une mauvaise voie et on parlait tout à l'heure de notre voisin du Val-de-Marne. Je le disais, je ne veux pas ressembler à Villeneuve-Saint-Georges. Je ne veux pas que ça, je le comprends bien, oui. Voilà, je ne veux pas que Crosne ressemble à Villeneuve-Saint-Georges. Et je pense que nous avons accompli notre mission parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie différence entre nos deux villes. Et notre ville s'est embellie, elle s'est améliorée. Nous avons travaillé, œuvré pour la mettre vraiment sur de bons rails et je crois que c'est le cas d'un point de vue cadre de vie. Nous avons ouvert un certain nombre d'espaces verts, de parcs, la propreté, nous avons obtenu la première fleur durant ce mandat, mais aussi au niveau financier parce que vous le savez, le gouvernement sous Hollande d'ailleurs a drastiquement baissé les dotations en 2014 et Crosne était déjà dans une situation difficile d'un point de vue budgétaire et malgré tout nous avons investi assez massivement pour transformer notre ville tout en maîtrisant justement cette partie financière. Et c'est vrai que c'était pas une mince affaire. Alors, quand on se représente, comme c'est le cas pour vous, pour un second mandat, quels sont pour vous, selon vous, les chantiers qui ne sont pas encore achevés, terminés, pour que vous ayez cette envie de continuer pour aller au bout de votre action, sachant qu'on n'y arrive jamais finalement au bout de notre action, mais quand même. Alors en fait, nous avons lancé un certain nombre de projets et notamment la revitalisation de l'entrée de ville à proximité de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges et nous sommes à la moitié de ce projet et c'est vrai qu'il me tient à cœur de le voir abouti puisque nous avons en projet une résidence service senior à proximité de l'hôpital qui correspond aux besoins aujourd'hui de la population. Donc voilà. De nombreux projets qui sont lancés, de la même manière sur la partie scolaire, la rénovation des écoles, nous avons déjà entamé un certain travail et encore une fois, comme pour un enfant, voilà, vous avez la période de grossesse où vous êtes impatient et vigilant justement sur ce temps-là et puis vous êtes heureux de voir votre bébé et puis de l'accompagner, de le faire grandir et puis après voilà. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai envie encore de faire grandir cette belle famille de Crosne. Oui, alors Farid et Tarek, s'ils ont une question, évidemment qu'ils n'hésitent pas à intervenir pour interpeller notre candidat maire qui est candidat à sa propre succession, hein, d'accord, pour l'élection du 15 mars prochain. C'est combien d'électeurs à Crosne ? 4500, 4600 je crois.
Donc ça peut peut-être se jouer au premier tour, cette histoire, non? Bah écoutez, je l'espère. Franchement, je l'espère. Et tout à l'heure, le Parisien m'a appelé pour m'interroger justement sur les. Ah oui, dès qu'ils ont su que vous alliez à France Maghreb 2, on les connaît, les copains. Je crois que c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, voilà. Donc ils ont un petit peu anticipé, ils m'ont passé un coup de fil et ils m'ont posé une question justement sur les camps concurrents, on va dire, et notamment sur le soutien d'un de nos concurrents, en nous disant est-ce que ça vous fait pas peur? C'est quand même une figure locale, etc. Et je lui ai répondu, si nous nous appelons à Agir pour Crône ensemble, écrivons notre avenir, c'est pas pour rien. C'est parce que nous regardons devant nous et c'est vrai que le passé m'intéresse que très peu. Donc que vous disent aujourd'hui les habitants de Crône sur votre mandature, très sincèrement, quelles sont les critiques et quelles sont peut-être encore les insatisfactions? Oui, alors d'abord beaucoup de satisfaction, et il faut le dire, et ça fait chaud au cœur. Alors évidemment, on peut pas plaire à tout le monde et on fera pas 100%, donc il reste encore des insatisfactions, et je crois que plus que des insatisfactions, ce sont plutôt des incompréhensions, parce que la question qui revient très souvent, c'est sur la partie évidemment foncier et logement. Ah, vous avez augmenté les impôts ou pas? Ah oui. Mais on en parle très peu. C'est vrai que c'est pas très vendeur, ça, en même temps. Alors c'est pas très vendeur, mais je vais vous dire, on m'en parle très peu parce que d'abord ça a été une augmentation modérée qui correspondait à la baisse des dotations que nous avons eu en 2014. Nous avons fait ça de façon très sérieuse. Et ensuite, puisque la taxe d'habitation a été supprimée ou est en cours de suppression, a été supprimée pour une grande partie et pour la totalité d'ici 2022, c'est vrai que c'est un sujet qui est moins prépondérant au niveau des familles. Et encore une fois, comme je le dis souvent, au niveau de l'imposition, simplement il faut en avoir pour son argent. Si vous payez et que ce n'est pas correct, c'est là où il y a un dysfonctionnement. En revanche, si vous payez qu'au final vous avez les services attendus, voilà, c'est comme au restaurant, il y a McDonald's et évidemment il y a des tables étoilées, donc c'est pas le même prix. Vous allez continuer d'augmenter les impôts ou on arrête? Non, alors aujourd'hui, le programme que nous proposons est financé sans augmentation d'impôts, sans augmentation de fiscalité. Mais j'ai envie de dire, soyons vigilants. Qu'est-ce que nous réserve le gouvernement? François Hollande n'avait absolument rien dit. Quand il a vu qu'il y avait une vague bleue en 2014, il a baissé... C'est pas une manière de se défausser, ça, un peu, monsieur Dominique? Non, moi, aujourd'hui, voilà, je prends un engagement. Nous sommes en mars 2020. Je vous dis, le projet que nous proposons est financé sans augmentation d'impôts, mais vous savez, la taxe d'habitation, on vient de le dire, a vocation à disparaître pour l'ensemble de la population, mais il faut pas se leurrer, cet argent, il va bien falloir le retrouver autre part. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, chat échaudé craint l'eau froide, et j'ai déjà vécu une première expérience, donc je reste prudent. Si rien n'évolue, oui, notre programme est financé sans augmentation d'impôts. Il y a un problème que rencontrent beaucoup de petites villes comme la vôtre, mais aussi des grandes villes, mais quand même c'est un peu plus notable chez les petites villes, c'est la désertification médicale. Vous rencontrez ce problème et comment vous allez y pallier? Alors aujourd'hui, je vous parlais assez régulièrement de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. Donc nous avons quand même la chance sur notre territoire d'avoir un certain nombre d'acteurs médicaux. La polyclinique a aussi ouvert un service d'urgence type bobologie qui fonctionne très bien. Bobologie? Bobologie. C'est quoi ça, bobologie? Parce qu'en fait, on se retrouvait... C'est réservé aux bobos, c'est ça? Oui, parce que la plupart des gens qui allaient aux urgences, c'était pas des réelles urgences, c'était plutôt des bobos. Voilà. Ouais. Ah oui, d'accord. Okay. Des bobos dans ce sens-là, d'accord. Des bobos dans ce sens-là. Ouais. Et du coup, en fait, pour engorger justement le vrai service d'urgence qui est dédié à des vraies urgences, il y a un service juste à côté qui a été ouvert, bobologie, type bobologie, et qui fonctionne. C'est marrant ça. Et qui fonctionne surtout très bien, parce qu'en dehors d'être marrant, c'est. Mais comment on définit le bobo du vrai truc, quoi? Parce que c'est les professionnels de santé, et encore une fois, si vous allez aux urgences, vous vous rendez bien compte que c'est rarement des vraies urgences, c'est des bobos parce que on s'est fait mal à un doigt, parce que on a une rage de dents, parce que on a une otite, voilà. C'est plutôt de ce type-là, et ça nécessite pas vraiment une intervention d'urgence. Voilà. Des crises cardiaques, on en a rarement. Mais vous avez ce problème quand même de désertification médicale sur Crône ou pas? Est-ce que vous avez suffisamment de médecins? Alors, on a d'abord suffisamment de médecins, mais il faut anticiper parce que ces médecins vieillissent et vont partir aussi à la retraite. Donc, dans notre programme, nous prévoyons l'installation d'un cabinet médical sur le centre-ville. Ils vont partir à la retraite plus tard grâce à Macron, on peut lui dire merci. Alors, écoutez, ils sont déjà pour certains avancés, et moi je salue quand même le travail que font les médecins, parce qu'en effet, très souvent, ils ont plus de 70 ans et ils sont encore présents, et parfois, j'imagine qu'ils aimeraient dépasser l'âge pivot, les gars. Oui, mais ils aimeraient peut-être aller se reposer, mais ils sentent qu'ils ont une mission encore à tenir. Donc je tiens vraiment à féliciter tous les professionnels de santé. Donc installation d'un cabinet médical dans le centre-ville, juste au-dessus de l'Intermarché, un orthodontiste qui vient s'installer aussi en centre-ville. Donc voilà, c'est un sujet évidemment qui est important comme dans nombreuses villes, vous avez raison, et nous le prenons à bras-le-corps. D'autre part, avec la communauté d'agglomération, nous avons aussi voté une bourse
une subvention pour l'installation des jeunes médecins. Donc nous mettons un certain nombre de mesures pour, je dirais, répondre aux besoins d'attente du service médical. Michael Damiati, qui est maire de Crosne et qui se représente pour un second mandat le 15 mars prochain. Police municipale à Crosne ? Oui, police municipale, tout à fait. Qui est en service 24 heures sur 24 ? Non, qui est en service jusqu'à 22h le week-end. Nous l'avons étendu. Armé ou pas armé ? Armé, bien sûr, oui. Enfin, bien sûr, c'est pas une évidence. Hein. Écoutez, on recevait un candidat tout à l'heure hier, qui me disait non, pas d'armée. Alors là aussi, très rapidement, parce que 2015, Charlie, tout le monde s'en souvient. Donc nous, dès 2014, j'ai décidé d'armer la police municipale, d'abord pour leur sécurité, et ensuite j'ai envie de dire que malheureusement l'avenir m'a donné raison et on le voit aujourd'hui, de nombreuses polices municipales sont armées et j'ai envie de dire, si vous ouvrez le sujet de la police municipale, là aussi c'est le rôle de l'État, le rôle de protéger ses concitoyens, c'est un rôle régalien, c'est à l'État de le tenir. Et pourquoi nous sommes obligés de multiplier les effectifs de police municipale, de les armer, de les équiper, tout ça évidemment sur les deniers de la ville, parce que l'État ne fait pas là aussi son travail. Il y a un transfert de compétences sans aucun transfert de moyens. Et là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Farid Tabsamani, question à Michael Damiati. Oui, alors je connais pas très bien la typologie de la population. J'imagine qu'il y a un certain pourcentage de jeunesse, on va dire, dans la population. On s'oriente en France globalement, en tout cas en région parisienne, presque vers du plein emploi globalement. Mais malheureusement, il existe toujours une partie de la population qui reste sur le carreau. Pour différentes raisons. Est-ce que vous avez mis en place ou est-ce que vous souhaitez mettre en place quelque chose de particulier pour accompagner cette jeunesse ? J'ai parlé de jeunesse, mais on peut parler peut-être aussi des seniors ou en tout cas des pré-seniors en la matière qui sont malheureusement mis de côté par rapport à cet engouement de l'économie. Alors, sur la partie jeunesse, c'est pas le Parisien qui t'aurait posé une question comme ça. J'étais direct. Ouais, vas-y. Moi, je préfère qu'on me parle en effet des projets, des programmes plutôt que de mes concurrents. Vous avez raison et je vous en remercie, Farid. Sur la partie jeunesse, on parlait tout à l'heure de la police municipale. C'est vrai qu'il y a la partie répression, mais il y a aussi la partie prévention. Et lorsque j'ai été élu, j'ai très rapidement été voir les jeunes en leur disant, écoutez, vous pouvez pas rester là, ça gêne les gens. On m'a répondu assez justement, mais écoutez, on n'a rien pour nous, on n'a pas de moyens qui sont mis à notre disposition. Et c'était juste. Donc, on met de la police, oui, pour assurer une certaine tranquillité, mais derrière, cette jeunesse, il faut aussi pouvoir l'équiper. C'est la raison pour laquelle nous avons créé la Maison des Jeunes Waldeck-Rousseau, donc un espace qui a été ouvert au mois de juin 2019 et qui fonctionne là aussi très bien. Et cet espace a pour but de proposer des activités ludiques à ces jeunes, évidemment, donc c'est les 16-25 ans, mais aussi un accompagnement, et vous avez tout à fait raison, puisqu'on a une salle qui est dédiée et toute une procédure avec Valdir Prévention sur l'emploi. L'emploi, parce qu'aujourd'hui on est quasiment en plein emploi et on retrouve des tensions sur un certain nombre de métiers, mais aussi il faut pouvoir accompagner ces jeunes sur un premier emploi. Et c'est ce que nous avons fait avec un certain nombre de chantiers, des chantiers d'insertion, pour leur redonner confiance. Et ensuite, une fois qu'ils ont repris cette confiance, une fois qu'ils sont revenus un petit peu dans le circuit, à ce moment-là, il faut les accompagner pour reprendre un emploi périn. Et c'est ce que je disais la dernière fois à ce même micro, c'est qu'il faut les sortir de cette spirale de l'échec. C'est pas parce qu'on est beurre, black ou quoi que ce soit, ou parce qu'on vient de banlieue, qu'on est forcément dirigé vers des métiers précaires ou vers l'échec. Non, au contraire. Et j'ai envie de dire modestement et humblement, mon parcours peut démontrer l'inverse. Et c'est vrai qu'on le disait la dernière fois. Pourquoi ? Parce que moi j'ai grandi dans des quartiers, comme on dit aujourd'hui. Moi je ne suis pas né en France, je suis arrivé à 6 ans, j'ai été naturalisé, donc la France m'a accueilli, la France m'a tout donné. Et aujourd'hui... Vous êtes un immigré ? Oui. Ouais. C'est libanais. Entre autres, oui, tout à fait. Je suis né à Beyrouth, tout à fait, d'un père italien et d'une maman libanaise, c'est très vrai. Donc je suis un citoyen du monde, mais surtout, on a vécu la guerre et on est arrivé en France en 82. Et voilà, aujourd'hui, 30 ans après, je suis maire d'une commune de 9000 habitants. Je suis fier d'arborer le drapeau français. Ouais. Et voilà. Et cet exemple, j'ai envie de leur dire, vous êtes vous-même capable de le faire et prenez-le. Et encore une fois, je parle de moi, mais des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Des chefs d'entreprise qui réussissent, des gens, voilà, qui méritent et qui font vraiment la fierté de la France. Il en existe et je citerai aussi Saint-Exupéry qui disait si tu me diffères loin de me léser, au contraire tu m'enrichis. Est-ce qu'il y a un coronavirus chez toi ? Pas encore.
Pas encore. Bon, tant mieux. Vous êtes encore préservé. À l'hôpital de Villeneuve, peut-être? Je sais pas. En tout cas, les informations que nous avons sur Crosne, pour l'instant, sont plutôt rassurantes. Mais comme partout, nous restons vigilants. Des moyens ont été mis en place, des moyens de désinfection, de nettoyage accrus, évidemment. Mais voilà, malheureusement, on peut pas faire grand-chose de plus que d'être vigilant. Très bien. Est-ce qu'il reste une question en plateau, peut-être? Oui, alors allons-y. Vous êtes candidat à votre réélection. Je dis très souvent que la chose la plus difficile, ce sont de gérer d'une certaine manière les êtres humains. Vous avez été élu avec une équipe, forcément avec des succès et peut-être parfois des déceptions. Tout à fait. Vous avez probablement renouvelé en tout cas une partie de votre liste, j'imagine. Oui. Il y a des gens qui déménagent, des gens qui changent de vie, ou des gens peut-être que vous n'avez plus forcément envie de les voir vous accompagner. Comment vous avez géré ça, humainement parlant? Alors Christophe le disait tout à l'heure en préambule, c'est-à-dire que une première présentation, j'ai été élu, je pense que ça a été une surprise, et c'est vrai que nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Donc la première fois que j'ai constitué une équipe, c'est une équipe qui a bien voulu se fédérer, mais c'est des gens qui ne se connaissaient pas, et de tout ça, et j'en suis très fier, parce que de tout ça, nous avons gagné, et nous avons mené le mandat jusqu'au bout. Mais c'est très juste Farid, ça a été le plus difficile. La gestion des hommes et des femmes, ça a été très compliqué, et c'est encore plus vrai lorsque on ne connaît pas réellement les gens. Aujourd'hui, je suis accompagné de gens que je connais, de gens de confiance, qui connaissent bien la ville, qui ont de vraies compétences, et je dirais les erreurs que j'ai aussi peut-être pu faire durant ce mandat me serviront d'expérience pour justement avoir certainement une meilleure gestion, mais aujourd'hui je pars avec une équipe, je dirais, de confiance, ce qui la dernière fois n'était pas le cas, mais c'était pas notre priorité. Notre priorité, c'était d'abord de gagner. Donc vous voyez, les priorités ont peut-être changé aujourd'hui. Aujourd'hui, le travail a été effectué. Donc ce que nous souhaitons, c'est évidemment continuer d'écrire notre avenir ensemble. Et c'est aussi pour ça que je me suis là attaché à constituer une équipe vraiment solide et avec laquelle j'espère travailler pendant Michael les 6 Damiati, prochaines années. on arrive au terme de cette émission, mais j'ai juste une petite suggestion à vous faire. Un coup je vous vois, un coup je vous tutoie parce qu'on se connaît, donc voilà, bon, c'est pas grave. C'est une initiative qui émane de vers chez moi, sans dire où j'habite, parce que sinon ça va débarquer après. C'est l'alliance de différentes communes pour justement renforcer leur police municipale. C'est possible ça ? Alors, c'est possible, et par exemple, sur notre territoire, la ville de Boussy-Saint-Antoine et Quincy, ce scénar l'a fait. Moi, je trouve honnêtement que c'est pas forcément une bonne idée. Nous avons réfléchi à cette solution sur la vidéoprotection, de mutualiser avec la ville de Montgeron. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose de très local. Il faut connaître sa ville, donc moi, je suis plutôt partisan d'avoir sa propre police municipale, ou alors d'avoir réellement une police nationale. D'accord. Michael Damiati, 1 minute pour vous adresser aux habitants de Crosne. Oui, sur les 8000 habitants, on doit avoir quelques auditeurs qui nous écoutent. Leur dire pourquoi le 15 mars prochain, il faut revoter pour Michael Damiati. Écoutez, mesdames et messieurs, il faut voter pour Michael Damiati le 15 mars prochain, parce que je suis aujourd'hui un maire d'expérience. Je suis accompagné d'une équipe solide qui a à cœur de continuer d'améliorer notre ville, parce que nous avons dans notre programme de belles propositions, un chèque sport culture pour tous les enfants de 80 €. Nous sommes attachés au bien vieillir et au bien-être de nos aînés, et évidemment la sécurité reste pour nous un point essentiel, et qui est le premier fondement de bien vivre dans une ville. Merci Michael Damiati et bonne chance pour donc le 15 mars prochain. Je termine par quelqu'un que vous connaissez en plus, Michael, pour dire que ce soir on a une grosse pensée avec notre ami Philippe Boyaki qui fait son meeting à Orly. Vous le soutenez évidemment? Évidemment, c'est mon ami Philippe, Europe Écologie Les Verts, et c'est vrai que pour Orly... D'ailleurs je l'ai pas dit, mais vous êtes un candidat sans étiquette. Sans étiquette, tout à fait. Soutenu par un parti ou pas? Soutenu par les bonnes volontés, mais sans étiquette, donc c'est d'abord... Aucun parti, rien? Aucun parti. Walou. Bon, Walou. Et j'en profite, réunion publique le 12 mars à partir de 19h30, espace Aristide Bruyant, 30 rue des Bâtisseurs à Crosne. Et ce lundi, dans le LGF, 2 candidats que vous écouterez, Jean-Philippe Gautret, que vous connaissez peut-être du côté de Fontenay-sous-Bois, et Nasser Lagili qui sera avec nous parce qu'on entame la dernière semaine de la campagne. Qui dit dernière semaine dit candidat chroniqueur du LGF qui sont candidats. Il y en a 5 au total. Vous les écouterez tous la semaine prochaine présenter leur programme. Ils prendront leur casquette donc de politiciens la semaine prochaine. Merci beaucoup Farid, merci Michael, merci Tarek Mami, merci à tous et rendez-vous lundi, pardon pour le retard, mais c'était pour la bonne cause. Il est 18h04.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.